Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo et encore plus longtemps que j'avais pas reçu un spécialiste des cryptos sur ma chaîne. Alors bonjour Cyril, aujourd'hui on te reçoit. Tu as créé un site qui s'appelle Unchainable. J'aime beaucoup le nom. Est-ce que tu peux te présenter et nous présenter quelle est ton activité? Bien. Bonjour, merci de me recevoir aujourd'hui. Alors, sur Unchainable, en fait, l'objectif, c'est d'apprendre aux élèves une approche fondamentale de lecture on-chain grâce à l'outil glassnode.com qui, d'après moi, fait une vraie différence avec l'analyse technique traditionnelle. L'analyse technique traditionnelle, j'en viens de plusieurs années auparavant et je trouve que ça s'approche finalement beaucoup plus à la voyance, puisque c'est toujours plus ou moins la même information ressassée dans tous les sens avec tout un tas d'indicateurs. Là où l'analyse et l'approche on-chain, c'est des métriques réelles qui nous sont habituellement cachées dans la finance normale. Et donc, j'essaye d'apprendre aux élèves de l'autonomie pour essayer de s'échapper face aux FUD et aux FOMO habituels, pour essayer justement de rendre les élèves beaucoup plus calmes et posés vis-à-vis de l'analyse des cours de la crypto. Très bien. Alors, effectivement, c'est super intéressant parce que moi, je viens de la finance. Alors, je m'intéresse beaucoup aux cryptos. J'ai travaillé aussi sur des projets crypto à partir de 2016. J'ai acheté mon premier Bitcoin en 2000, fin 2016, je crois. Donc, je suis dans les cryptos, mais je suis quand même issu de la finance traditionnelle. Et ce que tu disais, c'est super intéressant parce qu'effectivement, dans la finance, on va dire, de marché, les finances des capitaux, que ce soit les actions, les contrats à terme ou autres, on trouve ces informations de flux de capitaux, mais beaucoup plus difficilement. Elles sont partielles. La plupart du temps, elles ne sont pas complètement disponibles. Elles sont parfois difficiles à trouver quand on va chercher des informations sur les options, les carnets d'ordre d'options, tout ça. Enfin bon, bref, ça existe. Ouais. C'est souvent les professionnels qui le font. Les particuliers sont très loin d'utiliser ces méthodes d'analyse. Mais l'avantage de la blockchain, c'est que tout est transparent. C'est un peu, c'est le principe, de toute façon, c'est que tout est transparent et on peut avoir une lecture complète de toutes les informations sur les transactions blockchain. C'est ça, souvent la transparence, c'est un terme vachement galvaudé qui fait tendance. Les gens disent, nous, on veut de la gouvernance transparente, Mm. Ils parlent énormément de transparence sans vraiment savoir ce qu'il en est exactement de cette transparence. Et c'est ce que je cherche justement à apporter pour que justement les gens comprennent que si on fait des analogies avec la finance traditionnelle, le nombre d'adresses Bitcoin, de portefeuilles qui possèdent plus de 0 Bitcoin, on peut l'associer tout à fait au nombre d'IBAN en circulation, C'est ça. où on peut voir le coût qu'il est aujourd'hui de miner de l'or. Bah, aujourd'hui, on peut savoir quel est le coût pour un mineur d'aller chercher un Bitcoin et de miner un Bitcoin. Donc, on peut finalement avoir des datas précises sur l'état actuel de la situation. Et je trouve ça fascinant. Et je trouve qu'en plus, l'approche n'est pas si compliquée, puisque ça ne fait plus vraiment appel à des mathématiques complexes, mais plutôt à une lecture standard, comme la lecture de la température du mois de juillet. Bah, là, on peut voir tout à fait l'accroissement du nombre d'adresses ou alors l'équivalent du nombre d'IBAN en circulation. Et donc, c'est quelque chose d'interprétable directement, D'accord. plutôt intuitivement. Alors, c'est vrai que alors, tu parlais d'un site, j'imagine il y a plusieurs sources. Moi, j'ai en tête parce que je fais aussi des analyses sur Café de la Bourse et Café du Trading et j'y ai eu recours à cette forme d'analyse. Alors après, j'ai sûrement beaucoup de choses à apprendre et on en parlera après justement pourquoi il faut se former. Et je pense que même moi, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Moi, je regardais sur blockchain.com, mais je pense qu'il y a plusieurs Mhm. sources, plusieurs sites. Donc, alors, j'avais prévu une question, c'est pourquoi faut-il se former, mais j'ai envie de développer cette question en pourquoi faut-il se former ça? Bah, évidemment, parce que c'est quelque chose, c'est pas intuitif, il faut l'apprendre, mais qui doit se former? Est-ce que ça s'adresse aux investisseurs, aux traders, à tout le monde, aux crypto-curieux, aux gens qui sont curieux de savoir comment ça fonctionne? À qui s'adresse la formation? Parce que Donc, moi, ma formation, oui, pour- dis-moi. tout simplement parce que pourquoi se former, je pense que c'est une question un peu, voilà, on y a déjà plus ou moins répondu, mais qui doit se former? Bah, moi, je trouve que cette question, elle est intéressante parce que ça permet de rappeler quand même aujourd'hui
l'effervescence derrière les cryptos, c'est plutôt du casino et les gens veulent du tout cuit. Ils veulent des signaux, on veut qu'on leur donne tout de suite, vas-y, achète maintenant ce même coin et tu vas faire x100. Ils appellent ça, là, il y a un mot tendance, c'est les pépites crypto. Ouais. Je vais vous aider à sélectionner les meilleures pépites. Moi, ça me fait vraiment rire. Il n'y a pas de pépites. Tout ça, c'est du gambling. Quand on regarde la quantité d'argent qui est actuellement sur le top 3, juste le top 3 des cryptos, ça englobe déjà 75% de la masse monétaire totale dans le monde des cryptos. Donc, et se dire qu'il y a des centaines de milliers d'autres cryptos qui se partagent les miettes, c'est vraiment donc des paris en ligne finalement C'est déguisés derrière le mot crypto, quoi. c'est ça, et en plus, on oublie que ces cryptos-là qui font 1000%, bah, il n'y a pas de liquidité, donc on ne sait pas vraiment quel prix on va sortir. Exactement. Il y a plus de problèmes que de solutions avec ces soi-disant pépites. Mieux vaut, comme tu dis, donc du coup, se former et bien comprendre qu'est-ce qui régit les mouvements, on va dire, de Bitcoin, Ethereum. Moi, c'est principalement ce que je regarde. Je ne regarde pas vraiment les autres. Exactement, pareil. Mieux vaut comprendre ce qui régit les principales cryptos qui sont aujourd'hui leaders plutôt que d'essayer d'aller faire fouiller des trucs et de tomber sur n'importe Mais quoi. complètement, on peut le voir avec l'affaire de Telegram récemment. Ils ont Hmm. un coin associé, là, le Toncoin, et il a suffi de l'incarcération du CEO pour voir un drop monumental du cours, alors qu'on parle d'une application de messagerie qui est une des plus utilisées au monde. Hmm. Donc, même dans des produits qui sont d'une aussi grande valeur, si on parle de la startup Telegram, enfin, ou de l'entreprise Telegram, on peut voir que un simple tweet ou l'activité de notre gouvernement français Hmm. politique impliqué là-dedans peut littéralement cramer un coin. Donc c'est quand même compliqué de se dire oui mais non c'était de l'analyse Ouais, non, technique, c'est une sûr. pépite ou quoi. Donc c'est vrai que d'après moi il faut s'écarter de cette hype et je trouve qu'aujourd'hui il y a une tristesse malheureuse, c'est la flemme tout simplement C'est ambiante ça. des gens à se former et à vouloir faire l'effort d'apprendre. Et donc, je m'adresse vraiment à un public assez beginner, débutant, pour leur dire, regardez, il suffit de voir ces métriques pour comprendre instantanément ce qui se passe sur le réseau sans avoir le biais cognitif, un biais de confirmation d'un tweet qui vous fait plaisir parce que vous y Hmm. croyez, quoi. Ah, ça, les biais de confirmation, c'est terrible, hein. On n'analyse plus le marché, on n'analyse plus la situation, mais on cherche à des informations qui vont confirmer le fait qu'on a bien fait d'acheter à ce prix-là. Ah, exactement. Ah non, mais ça, c'est vraiment ça. Alors, Et on le voit aussi dans l'analyse technique traditionnelle, hein, où on va aller lire suffisamment de signaux jusqu'à ce que, parce qu'on avait envie d'acheter, donc on va essayer d'aller sélectionner la MACD, les volumes et le RSI, parce que ces trois-là, ils nous disent d'acheter, et on ne va pas regarder tous les autres indicateurs qui nous disent de ne pas le faire. Donc c'est vrai qu'on retrouve assez ce biais de confirmation de partout dans la bourse. j'avais l'intention de te poser une question, mais je pense qu'on y a déjà répondu. C'est qu'est-ce que doit retenir quelqu'un qui n'y connaît rien en crypto en deux phrases? Moi, je pense que la chose qu'on peut résumer, c'est que les cryptos, ça offre énormément de possibilités, mais c'est pas magique et c'est pas du tout cuit. Ben, là où j'aimerais quand même rajouter une Ouais, info vas-y. supplémentaire, c'est dans la finance traditionnelle, si on prend juste le Forex, donc la crypto, la bourse Des devises. des monnaies, Ouais, des devises, on voit qu'il y a des gros effets de levier qui existent parce qu'on peut jouer avec un pip. On va jouer avec un pip qu'on va transformer en 100 pips avec c'est un ça. effet de levier fois 100. Le problème, c'est qu'en utilisant un effet de levier, on peut se faire liquider notre position et on a utilisé cet effet de levier pour augmenter la volatilité parce que sinon, il n'y en a aucune de volatilité Hmm. concrètement. Enfin, Ah elle est oui, dérisoire. deux fois moins que sur Alors les que actions, quoi, hein, concrètement. et voilà. Et dans le monde des cryptos, on dispose d'une volatilité comme avec un effet de levier fois 1000 quasiment sur le Forex, mais sans effet de levier. Donc, Hmm. on peut avoir les avantages d'un effet de levier et d'avoir une forte volatilité sans avoir l'inconvénient de pouvoir se faire liquider notre position. Donc, moi, je dis attention à tout le monde, j'en profite, n'utilisez jamais le moindre effet de levier sur le marché des cryptos, puisque la volatilité est déjà complètement absurde et Ouais. exploitable. Et donc, je pense qu'il faut Bah, vraiment retenir ça sur le marché des cryptos. donc, tout n'est pas cuit, il faut se former, c'est pas facile, c'est pas plus facile qu'un autre Non. marché.
et pas utiliser l'effet de levier. Et tu fais bien de le souligner parce que j'ai échangé il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui débutait depuis 6 mois sur les cryptos et qui utilisait de l'effet de levier. C'est la chose à éviter, bien sûr. Alors, Complètement. on a beaucoup entendu parler, surtout en début d'année, des ETF Bitcoin. Là, plus récemment, au mois de juillet, des ETF Ethereum. Il y a beaucoup d'autres produits dérivés, les options, les ETP, les ETF, les turbos, les varants, les contrats à terme. Aujourd'hui, on a tout le panel des produits de bourse qui existent sur les cryptos. Est-ce que tous ces produits dérivés ont changé, selon toi, la nature du marché des cryptos ou pas? Alors, tant qu'on était sur les ETF futurs, qui donc n'impliquaient pas du tout aucune pression sur la supply, on peut dire que ça n'avait rien changé. C'était juste la bourse, un moyen de s'exposer sur ce marché de manière virtuelle. Aujourd'hui, maintenant qu'il y a le spot ETF, donc il faut vraiment expliquer aux gens ce que c'est la différence du spot, c'est que ça oblige les hedge funds à posséder l'asset dans leur custody, donc ce qui fait que ça enlève des bitcoins disponibles sur le marché. Donc ça, je trouve ça très positif et on peut voir qu'on a mis quand même quasi 12 ou 14 ans à l'avoir entre les Hmm. premières demandes d'ETF des jumeaux Winklevoss ou ce genre de trucs. Mais là où je trouve que par contre ça change finalement peu, c'est que euh, qu'est-ce que je voulais dire? Mince, j'ai perdu le fil, mais c'est que au final, le marché, il est déjà aujourd'hui très développé. On peut voir que finalement, il était déjà plutôt tendance. Ça rajoute forcément donc des nouveaux acteurs qui peuvent maintenant s'exposer là où ils ne pouvaient pas légalement s'exposer. Donc non, Mhm. moi je pense que de manière générale, c'est très très positif que le TF Spot soit maintenant ajoutable au plan comptable des utilisateurs. Super, excellent. Il faut savoir qu'en Europe, on a été les premiers pour une fois, on a été innovants. On a, on a eu des premiers produits de bourse. Donc, on ne peut pas appeler ça des ETF en Europe, on appelle ça des ETP, des Exchange Traded Products. C'est exactement la même chose que les ETF spot. Mais on a innové, on a été les premiers à les faire. On s'est arrivé en 2021, je crois. En Europe, on a eu ces premiers produits de bourse. Et aujourd'hui, alors, c'est difficile de mesurer combien ces produits de bourse en Europe représentent, mais que pour les États-Unis, je crois, depuis le début de l'année, c'est 91 milliards d'argent nouveau qui arrive sur le Bitcoin à travers les ETF Bitcoin, qui représentent à peu près 5%, je crois, du Bitcoin. Mais à ça, il faudrait rajouter aussi, et ça, je n'ai pas les statistiques, je n'ai pas les métriques, ce qui existe avec les ETP en Europe, avec 21 Shares et d'autres. Donc, il y a quand même pas mal d'outils. Alors aujourd'hui, une question qui se pose, le Bitcoin a quand même fait un sacré parcours depuis 2009. Est-ce que l'utilité du Bitcoin telle qu'elle est aujourd'hui, est-ce qu'elle est toujours en adéquation avec ce que sont, ce qu'auraient pu être les valeurs ou le souhait de Satoshi Nakamoto quand on prend le projet à l'origine, si on relit le white paper, comment ça s'appelle le, Le white paper, ouais, ouais, le white paper, je ne trouve plus le mot en français, d'origine. Mhm. Est-ce qu'on s'est éloigné de ça ou est-ce qu'on a toujours une chance de revenir là-dedans, dans l'idée de base? Euh, sur un certain point, je dirais qu'il y a certaines métriques en plus qui le prouvent. C'est quand on regarde la hodl wave, c'est qu'on voit que les long-term holders, jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'il y a eu des énormes pics, il y avait quasiment toute la supply jusqu'à 8 et 15% lors des deux derniers ATH qui avaient été redistribués les long-term holders qui mettaient leur argent sur le marché. Et on voit qu'au dernier ATH, qui a eu lieu il y a quelques mois, seulement 50% de la supply des long-term holders est revenu sur les marchés. Donc ça veut dire que, d'après moi, le narratif, le long et vieux narratif de le Bitcoin peut servir de réserve de valeur, comme l'or, commence réellement à prendre. Parce que donc on voit quand Oui, même mais attention, une. parce que Satoshi Nakamoto, c'était pas ça. Satoshi Nakamoto, ce qu'il voulait, c'est qu'on se dédollarise et qu'on l'utilise comme qu'on reprenne le C'est pouvoir de vrai. son argent. Il n'a jamais Et alors voulu. ça, c'est la deuxième Voilà, c'est partie. ça. C'est malheureusement, et ça existe depuis le début, c'est AXA, Blockstream et d'autres groupes qui sont avec les mineurs et les lobbies des mineurs qui finalement font en sorte que le Bitcoin est très, très centralisé. En fait, aujourd'hui, on croirait qu'il est décentralisé, mais il ne l'est pas spécialement. Il n'y a qu'une poignée de mineurs qui ont la plupart des marchés et c'est eux qui font les décisions et c'est eux qui ont empêché, par exemple, la mise à jour de la taille des blocs, alors que la vision de Satoshi disait qu'il fallait l'augmenter. Le Bitcoin Cash en est la preuve.
qu'on aurait pu faire une augmentation de la taille des blocs. Et quand on voit aujourd'hui l'explosion des filles de transactions, des taxes de Ouais, transaction, c'est la raison de la mafia des mineurs, on va dire, qui essaye de toujours être plus greedy chaque jour. Et donc, ça, je trouve que c'est complètement anti-vision ça, c'est dommage. Satoshi. Ouais. Mais bon, après, ce qu'il y a, c'est que la technologie, elle était, d'après moi, hein, Satoshi n'a pas non plus inventé la techno la plus efficiente Mm. pour pouvoir concurrencer des systèmes comme Visa ou Mastercard. Donc, c'est un peu là où il a fallu composer aujourd'hui avec des techniques de layer 2, de sharding. Mais globalement, si le narratif prend sur l'or digital, parce que donc ça faisait quand même partie de son white paper, c'était de Mm. parler d'or digital. Il avait vraiment essayé de mimer le Oui, minage oui, de oui. l'or, justement. Donc, sur cette vision-là, je pense que c'est réussi et C'est ça commence réussi. vraiment à prendre le narratif. Mais effectivement, D'accord. la réponse n'est pas parfaitement un grand oui. Bon, de toute Ça, c'est façon, sûr. après, voilà. Alors, on va changer de sujet, on va partir sur quelque chose complètement différent et qui est très sujet à beaucoup de débats dans la communauté crypto. C'est ce qu'on appelle les CMBC, donc les crypto-monnaies de banque centrale, Mhm. qui vont arriver, je crois, 2025, fin 2025, je crois, pour l'euro digital. Il y a certains pays qui l'ont déjà mis en place plus ou moins sous différentes formes. Maintenant, ça ne prend pas toujours la forme de crypto à proprement parler. Ça permet quand même de bénéficier des avantages, je pense notamment au smart contract. Moi, la meilleure explication que je donne quand les gens me parlent de l'euro digital, c'est qu'on peut associer à l'argent des informations. Donc, c'est-à-dire qu'on peut associer Oui, son identité. C'est-à-dire que quand on va, par exemple, vouloir ouvrir un nouveau compte dans une nouvelle banque, on va faire un virement et la banque, elle va recevoir toute votre KYC, toutes vos informations avec. Donc, c'est vrai que d'un point de vue simplicité, c'est bien. Maintenant, bah, les gens qui sont fans de crypto et entre guillemets d'absence totale de contrôle central, eux, ils n'aiment pas du tout ça parce que du coup, on est complètement à l'opposé. Est-ce que ça peut avoir des bons effets? Est-ce que ça peut avoir des bons effets pour les utilisateurs, pour les cryptos? Qu'est-ce que tu en penses en gros, globalement? alors moi, je suis à 2000% contre. Ouais. C'est une dystopie totale. C'est-à-dire qu'en fait, ça renforce toujours plus la possibilité au gouvernement de contrôler l'argent. Et la finesse de contrôle est complètement délirante avec les CMBC. C'est-à-dire qu'on peut carrément aller jusqu'à créer de l'argent seulement dans un département. Donc on peut, Mm, si on veut, par exemple, créer de l'inflation à Marseille parce qu'on va obliger les nouveaux tokens qui ont été créés à Marseille à être indépensables ailleurs que la mm, zone marseillaise. Donc, ce qui fait qu'on peut complètement gérer l'inflation localement. On peut même interdire certains mouvements de population en disant il y a confinement, vous n'avez pas le droit de dépenser vos tokens à plus de 30 kilomètres de votre lieu d'habitation. Donc, ce qui fait que d'un coup, les tokens deviennent indépensables à 30 kilomètres et de manière digitale, quoi. Donc mm, ça, en termes de contrôle de l'argent, c'est dystopique, ça fait flipper. Et c'est Hayek en 84 qui disait que normalement, on ne doit pas donner le contrôle de l'argent au gouvernement. Et le mm, Bitcoin en est l'expression même. Et moi, donc, je trouve que les CBDC, c'est un contrôle dystopique de l'argent comme on n'a jamais vu. Ça fait extrêmement peur. Il y a encore récemment Pierre Poilievre au Canada, leader du Parti conservateur, qui a réussi qui lutte contre une bill qui essaye de passer pour lutter contre les CBDC au Canada. Ouais, j'ai dit CBDC parce que c'est la version anglaise, anglaise. ouais. Je ne suis pas habitué à CNBC, Il n'y mais a en pas tout de souci. cas, moi, je plus sois toute initiative qui sera en lutte contre les CNBC parce que Bon, ça me on peut pas être terrifie, d'accord quoi. sur tout. Moi, j'adore cette initiative, donc on peut pas être Ah d'accord sur non. tout. Moi, je suis un grand, grand défenseur de ça et je pense que ça amènera énormément de bonnes choses. Maintenant, on verra après dans les faits. De toute façon, on peut pas mesurer encore aujourd'hui comment ça sera mis Je en place comprends. et ça ira D'accord. étape par étape de toute façon. Mais bon, bref, après, voilà. Donc, pareil, la question qui va suivre, je pense qu'on sera peut-être pas d'accord non plus là-dessus. Ton avis sur les réglementations à venir, je pense notamment à la réglementation MiCA, est-ce que ça va aider à faire entrer les cryptos dans notre quotidien? La question est un Je peu différente. pense. Ouais. Alors, je pense que oui, j'ai envie sur le côté positif de Mika, c'est forcément le côté des sociétés ne se seraient jamais investies technologiquement parlant
dans les cryptos et s'exposer à ça si ce n'était pas régulé. Parce qu'ils ont peur du changement, ils ont peur d'un coup ça devienne illégal ou ainsi de suite. Donc, de mettre un cadre légal pour un tas d'acteurs, ça devient le feu vert pour pouvoir justement enfin considérer ça comme quelque chose de sérieux et de quelque chose où on peut investir. Par contre, il y a un côté où on peut le voir avec une dynamique comme il y a à Dubaï, où ils ont fait un peu l'inverse, c'est-à-dire on laisse faire et ensuite on régule après coup. Après coup, on Ouais, laisse faire plein d'erreurs et on va réguler après coup. Et là, sur cette dimension-là, c'est un tue l'innovation, Mika. C'est-à-dire qu'il y a d'un coup un cadre beaucoup trop contraignant pour essayer de pouvoir innover où on ne sait finalement plus. En plus, à l'échelle complètement européenne, c'est même pas vrai. Ça, des fois, ça n'adresse même pas le marché local. Donc, c'est vrai que d'une certaine manière, il y a ses pour et ses contre. Je ne peux pas être entièrement contre. Après, c'est vrai que comme le Bitcoin n'a pas de frontières, c'est un peu un état d'esprit complètement cypherpunk, quoi, hein. C'est vrai que ce n'est pas le ouais. genre de truc où on veut avoir des Non, régulations, mais c'est j'entends. c'est J'entends. pas des sujets faciles de toute façon. Maintenant, après, c'est vrai, moi, comme je te dis, j'ai travaillé un peu dans le monde des cryptos en 2016. Je me suis associé à des projets que j'ai regrettés derrière parce que c'est parti en cacahuète pour pour éviter de dire voilà. Et il y a beaucoup de choses qui ont été très mal faites. Et encore une fois, si on reprend le Bitcoin, l'Ethereum, ça va, c'est propre, mais quand on descend après dans la hiérarchie des autres cryptos, des tokens, des machins, c'est la foire fouille voilà, c'est n'importe quoi. Complètement. Et effectivement, dans ce sens-là, même au niveau de tous les opérateurs ou tous ceux je pense qu'effectivement, un cadre légal est nécessaire pour éviter tout le n'importe quoi. Maintenant, et ça va être ma dernière question, et après, j'ai une petite conclusion quand même à tout ça, mais comment est-ce que vous voyez, faut que tu vois, je ne sais plus si on se tutoie depuis le début de l'interview, j'ai perdu le fil, mais comment est-ce que tu vois l'adoption de la blockchain dans les prochaines années? Je parle vraiment pas en termes d'or numérique et de réserve de valeur, mais en termes d'utilisation. Est-ce que les smart contracts, par exemple, parce que moi, c'est la plus belle innovation, c'est les smart contracts pour moi. Est-ce que ça pourrait venir aujourd'hui vraiment dans l'entreprise, dans les assurances? Est-ce qu'on pourrait vraiment avoir aujourd'hui une vraie utilisation de la blockchain au quotidien avec des smart contracts pour les notaires, pour les assurances, enfin, tout ce qu'on m'a vendu comme beau, comme Mhm. monde en 2016, aujourd'hui on est en 2024, on en est encore très loin. Est-ce que dans les années à venir, on pourrait y arriver? Bah, j'aimerais profiter de cette question pour repasser le message que une blockchain, c'est juste une base de données la C'est plus ça. inefficiente de la planète, d'accord? Qui a énormément de contraintes de décentralisation, d'indélibilité. Enfin, c'est quelque chose de très, très contraignant et à la base, c'est juste une log, donc un état des lieux où on écrit des lignes qui peuvent jamais être, qui est incorruptible. Donc, moi, je trouve qu'aujourd'hui, le terme blockchain devient finalement surutilisé pour rajouter de la hype dans un projet. Comme aujourd'hui, le mot IA est utilisé de la même manière. Ouais, On c'est essaie ça. de Ouais. rajouter de Tout- l'intelligence artificielle Dès de qu'il y a un truc un partout. peu automatisé, c'est de l'IA, quoi. C'est ça. Donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, il y a plein de projets qui sont derrière une blockchain qui auraient tout à fait beaucoup mieux leur place dans un serveur centralisé et à la rigueur avec des audits publics. Enfin, ce que je veux dire, et ce serait beaucoup plus efficace, ça utiliserait moins d'énergie, la maintenance serait plus facile. Donc, j'aimerais que les gens se ressaisissent et utilisent la blockchain dans ces applications réelles de D'accord. gouvernance décentralisée, de transparence et d'indélibilité. Ouais, j'entends bien, mais il faut que c'est un vrai sens dans le projet. Je trouve qu'il y a certains projets où, à part s'être rajouté des contraintes physiques et d'inefficacité, on n'a pas fait avancer Non, non, c'est le sûr. projet très très loin, Ça, c'est quoi. les projets. Effectivement, il y en a eu plein aussi de ces projets-là où on voulait absolument faire un ICO pour lever des fonds sur un projet qui n'était pas initialement prévu pour la blockchain. Donc, on rajoutait de la blockchain pour justifier le token. Puis, en fait, à la fin, ça devenait une Ah, usine à gaz qui n'a plus de sens. D'ailleurs, ces projets-là ont disparu. complètement. Je sais plus. Ils avaient des bons projets sur l'immobilier, etc. Mais ça n'avait pas de sens. Finalement, ils ont levé des fonds, puis ils ne savaient plus quoi faire avec leur argent. Donc, en fait, ils ont créé un exchange crypto qui n'avait plus rien à voir avec le projet initial. Enfin, il y a eu plein de choses comme ça.
Donc, effectivement, il faut éviter, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, il faut éviter de vouloir rajouter de la blockchain pour, enfin, éviter de faire le raisonnement qu'ont fait beaucoup d'entrepreneurs en disant il y a une mode sur les cryptos, c'est facile de lever des fonds sur les cryptos, donc je vais faire une ICO. Maintenant, comment est-ce que ça peut marcher avec mon projet? Non, Mm. c'est pas comme ça qu'on fait. À ce moment-là, on fait un crowdfunding, on fait une levée de fonds. Enfin, il y a quand même plein d'autres outils autres que les ICO pour lever des Exactement. fonds. Il y a, Euh, il y a un bon exemple là-dessus, c'est le RWA, la Real World Asset, où je vois des gens rajouter une blockchain sur les mètres carrés de l'Amazon, par exemple. Et alors, à ce quoi qui ça fait sert? que ça rajoute quelque chose de digital et d'indélébile à quelque chose de complètement où la corruption peut faire face à tous les niveaux, où on peut multiplier l'asset plusieurs fois, on peut Hmm. recompter le même mètre carré à plusieurs reprises, il n'y a aucun moyen de vérifier, même s'il y a des audits ou autres. Donc, ce qui fait que ça rajoute quelque chose de corruptible avec une techno incorruptible. Ouais, non, Ça ça ne va va pas. juste pas ensemble. Donc, Non, ça va d'après pas. moi, il y a vraiment encore des gros projets, des gros progrès à faire à ce niveau-là. Alors, pour conclure, on va conclure sur ce que tu proposes, les formations. On a bien compris que c'était une formation pour apprendre à lire les informations de la blockchain, donc on-chain, donc les informations qui sont justement indélébiles et qui nous permettent de comprendre où vont les flux de transactions, etc. Je ne vais pas plus rentrer dans les détails. De toute façon, après, les gens qui s'intéressent, qui veulent comprendre, en fait, c'est aller dans l'envers du décor, comprendre la mécanique. C'est-à-dire, on ne regarde pas juste l'heure qu'il y a sur la montre, on regarde le mécanisme et on essaie d'anticiper en regardant le mécanisme de la montre. J'aime bien faire des petites analogies comme ça. Où va aller Mhm. l'aiguille? Voilà. C'est Donc, ça. c'est un peu ça. Et donc, du coup, ça, c'est le cœur de ta formation. Mais est-ce que des gens qui voudraient qu'est-ce que je voulais dire? Parce qu'on a parlé beaucoup d'investissement dans des projets crypto et tout. Non, toi, tu restes vraiment sur l'information on-chain, Bitcoin, Ethereum. Tu vas pas rentrer dans le reste de l'écosystème. Actuellement, la première formation, donc là, elle porte uniquement sur le Bitcoin, justement, donc avec uniquement l'outil Glassnode. J'ai dans les bacs en construction une plus grande formation qui va toucher à la concurrence de glassnode.com. Donc, il y a Nansen, Into the Block, CoinGlass, la liquidation. Donc, il y a tout un tas d'écosystèmes concurrents, blockchain.com, où on peut en voir encore plus d'informations fondamentale. Donc, comment réussir à lier tout ça et donc, mais c'est vrai que à part Bitcoin et Ethereum, j'arrive pas à aller beaucoup plus loin que ça, Ouais, parce qu'après. tant ça devient très, très dubitatif. Après, s'il y a des projets qui deviennent, enfin, donc il faudrait qu'il y ait une masse monétaire phénoménale qui vienne déborder dans l'écosystème pour rendre d'autres projets complètement soutenables. Mais pour l'instant, en tout cas, je reste sur les deux grands pontes de Les deux grands l'environnement. points. Alors, je vous invite à aller sur le site. Je mettrai en description de la vidéo et en commentaire l'adresse de ton site. Je vous invite à aller voir le site parce qu'il n'y a pas que la formation. Je vois que tu fais aussi beaucoup d'articles. Donc, allez les lire. Et si vous voulez, la formation, elle est bien présentée. Il y a chapitre par chapitre. On sait exactement ce à quoi s'attendre. Donc, je vais mettre tout ça en description de la vidéo. S'il y a des questions, vous, auditeurs qui nous écoutez, n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire. Si jamais je ne peux pas y répondre, je demanderai à Cyril de venir y répondre parce que moi, je n'aurai peut-être pas réponse à tout. Mais si tu as la gentillesse, Cyril, de venir répondre aux commentaires Bien sûr. en dessous de la vidéo. Et voilà. Et puis, bah, du coup, on est vendredi après-midi. Enfin, vendredi matin, mais la vidéo sera postée vendredi après-midi. Donc, je vous souhaite à tous un bon week-end et encore un grand merci, Cyril, d'être venu Merci à toi. partager, répondre aux questions et partager ce que tu J'ai fais. beaucoup aimé cet échange. Merci. À bientôt.